après une session ratée la dernière fois. Yvon Mélinger, bienvenue et bon retour. Merci. Merci Kessner. Monsieur le directeur général Silin, monsieur Kayemit, monsieur Powell, madame Nuguer, monsieur le modérateur, invités collègues, bonsoir. Et bienvenue au mercredi de réflexion de juin qui nous permet de lancer le rapport macroéconomique 2022 de la BID, de la reprise à la renaissance, transformer la crise en opportunité. Comme nous le disait Kessner, la guerre en Ukraine a eu des répercussions dans le monde entier et notre région, en particulier, souffre désormais de la hausse rapide des prix des denrées alimentaires et du carburant. Haïti, qui a abordé cette nouvelle crise dans une situation qui était déjà critique et durement impactée, mais aujourd'hui, nous allons également parler de mesures de mitigation possible pour atténuer l'impact de cette nouvelle crise. Changer la crise en opportunité au travers de réformes pour une croissance inclusive et résiliente est plus que nécessaire aujourd'hui. Andrew Powell et Victoria Nuguer nous présenteront les points forts du rapport macroéconomique 2022 de la Banque interaméricaine de Développement, dont le sous-titre est, je le rappelle et je répète, de la reprise à la renaissance, transformer la crise en opportunité. Monsieur Jean-Marie Kayemit présentera les mises à jour de la Banque de la République d'Haïti, tandis que monsieur Jean-Michel Silin présentera les perspectives du ministère de l'Économie et des Finances. Je nous souhaite donc un événement réussi, des débats fructueux et productifs, mais sans plus attendre, passons au cœur du débat. À vous, Kessner. Merci bien, monsieur le représentant. Et comme on l'a dit, on va d'abord avoir les premières interventions venant de la Banque interaméricaine de Développement, de ce rapport qui vient d'être publié assez récemment. Je profite de l'occasion pour vous dire, ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il y a une traduction instantanée, donc vous pouvez aller dans votre espace de mécanisme pour avoir la traduction simultanée. Donc, nous allons céder le floor à Andrew Powell et Victoria Nuguer pour présenter le rapport macroéconomique 2022 de la Banque interaméricaine de Développement. You got the floor, Andrew. Thank you very much, Kessner, and thank you for the introduction, Yvonne. It's a great pleasure to be with everybody today. I hope you can hear me well, and the translation is working well into French as well for those who are listening in French. So yes, my name's Andrew Powell. I'm going to start the presentation of the IDB 2022 macro report, and then Victoria Nuga, my colleague from the research department at the IDB in Washington, will present the second part of the report. This was a report that we wrote a month or so ago, but which we keep updating. And as was mentioned, there are many new developments in the world, so we actually had to write this report very quickly and keep updating things as we went along to try to keep up with what is going on in the rapidly changing world and rapidly changing environment. It's a report that focuses on the regions, so we won't talk about Haiti or other specific countries in our presentation, but it's great to have a representative from the ministry and from the central bank in Haiti who I hope will discuss the report, but also prospects in Haiti, and then we can have a general discussion, particularly about how the international environment is affecting Haiti and the rest of the region. So I'm going to talk about growth prospects and I'll mention some issues about poverty, if we could go to the next slide. And then I will talk mainly about the impacts of the war, the Russian invasion of Ukraine, and its various impacts on the region, particularly on the external sector. And then Victoria will talk about the other sections that we will cover briefly today,
monetary policy, fiscal policy, and labor markets, and then also some conclusions and recommendations. Again, you know, these are general because we do not focus on a specific country, but of course the region is very heterogeneous and each country has its own particular characteristics. So if we can move to the next slide, and just to recap where we were before the war began, actually the region had recovered quite quickly, more faster than was expected in 2021 from the COVID pandemic, with a growth rate for the region of a whole of almost 7%, which was roughly the same as the collapse in GDP in 2020, which was the largest collapse in a single year in recorded history for the region. But as you can see from this graph, the expectation back in January of 2022 was that growth for 2022 would fall and be about 2.4 or 2.5%, which is close to the longer-term regional average, which is this red line that you might just be able to see. So in other words, growth was expected to fall back to about 2.5%, which is close to the long-run average, which, as you can see, is not a very high growth rate compared to other regions in the world. And so while growth was still proceeding, it was not a rate which would allow the region to converge to higher income levels, and would likely not satisfy all of the demands that which were present even before the COVID pandemic hit. And Victoria will talk more about the longer medium run challenges of the region and how to and some recommendations about how to improve longer term growth prospects. So if we could go to the next slide. Then, of course, we had the Russian invasion of the Ukraine, and this had several impacts. On the left, you can see there was a strong impact on commodity prices. Commodity prices were already high, and then they went up even more, particularly oil prices and also agricultural prices, food prices went up even more. Actually, oil prices went up to even well over $100 a barrel, close to $120 a barrel recently, but have now come back down to just over $100 a barrel. Agricultural prices such as soybeans, which is the region is a big soybean exporter, are also very high, and metals prices such as copper that had risen before the war and other metals prices are also very high. So on the one hand, there's a strong increase in commodity prices, which has different impacts, of course, in the region. We have several countries who are commodity exporters, but then, of course, we have countries such as Haiti that are oil importers and also food importers. And of course, those countries, as we'll see later, will suffer as a result of the higher commodity prices. And then on the right, we have also another impact from the war, which is that global growth prospects are falling, particularly in Europe and the Eurozone. So this is what basically the change in the expectations of analysts. This is how their expectations of growth changed. So most analysts expected at least 1% per annum lower growth in the Eurozone. And some actually expected growth to fall by even 2% in the Eurozone. This is for 2022. And analysts looking at the US expected the US growth rate to fall by about 0.4 or 0.5%. But again, there's a distribution, and some analysts were expecting growth rates to fall in the US by as much as 1%, if not more. So on the one hand, we have higher commodity prices, which has a differential impact on in the region, depending on if you're a commodity exporter or commodity importer. And then we have lower growth rates expected for the world. So this has impacts on regional growth. So we have a model of the world economy, which is a statistical model, and we can put in different assumptions into the model, and then we can say how will this impact different countries and how will this impact the region as a whole. So in this graph, the orange line
the black line is what we were expecting to happen to growth for the region before the war. And the impact of higher commodity prices is actually to have higher regional growth, because we have commodity producers who are some of the larger economies in the region. So there's a positive impact on countries like Brazil, Colombia, Peru, Chile, to some extent Argentina. And then there's a negative impact because of the lower growth rates in the world from the US and from the Eurozone, which means less demand in the world in general. And the net effect is the orange line, which, as you can see, is not too far different from the black line. It's actually slightly positive for 2022, but then it turns negative in 2023 and 2024. So this was our analysis of what would happen just because of the war, its impact on growth rates for the region going forward. But then we said, well, okay, but the war is not the only thing that's happening in the world. We're also witnessing now higher interest rates because of higher inflation, particularly in the world, but particularly in the US and in the Eurozone again. And so we say, well, what happens if this normalization of monetary policy through higher interest rates and other policies is not as smooth as some people would hope, as if there's no smooth landing, but it's more of a noisy process whereby US growth falls further and Eurozone growth falls further. Well, in that case, actually, there's a much stronger negative impact on the region. And if the monetary normalization, particularly in the US and in Europe, is not as smooth as we expect, then we could even suffer a recession in the region despite the high commodity prices before we get a recovery in growth. So there's lots of risks out there. There's risks because of the war. We don't know how the war will continue, how long commodity prices will stay high. And there's also risks to world growth because of higher inflation and stricter monetary policy going forward. If we can go to the next slide. And so this, of course, has lots of impacts on the region, not just on growth, but it also has impacts on inequality and on poverty. These are three measures of poverty: extreme poverty, poverty less than $3 a day, or vulnerable population. And COVID had a very significant impact. As you see, poverty rates, all poverty rates increased. What will happen going forward is more complicated because, again, we've got higher commodity prices, which is positive in some countries, but negative in others, and then lower growth. But we, on the whole, expect that poverty rates will remain high and may even increase further, which again calls for a renewed impact or renewed analysis of how fiscal policy can be best designed, which Victoria will talk about in a minute. So let me move on in a bit more detail to the impacts of the war, especially on the external accounts. So first of all, to note that COVID was a very atypical crisis for the region. It was, of course, a humanitarian crisis, but it was also an economic crisis, and one with particular features. So exports fell in the region, but imports actually fell by more. The trade account and the current account actually improved, and capital flows were very resilient, and actually international reserves in most countries rose, which is kind of surprising and hasn't happened in such in normal crises, if we can use that phrase, in the region before, in other crises that we've experienced. And you can think about in the investment savings balance that economists often talk about, because public savings fell because, of course, there was a lot of fiscal policy, higher spending to help households and to help firms. So that meant that public spending went up, public savings fell, but investment also fell, and private savings rose because there was a tremendous demand for liquidity. And this was then the counterpart for this improvement in the current account, this large increase in private savings. And so on the whole, savings actually increased relative to investment. Now those trends are reversing.
we see exports growing, imports growing actually a bit stronger. And capital flows to date also have remained fairly resilient. But again, I'll come back to that. There are some risks there. But then since then, of course, we've had the war, which, as I've mentioned, has had impacts on commodity prices. And we've done some analysis of what the impact will be on particular countries or categories of countries. And for some countries, of course, the net energy exporters, the increase in the oil price will be very positive. So there'll be an increase in the current account surplus. But for a group of countries which are importers of commodities, and also they tend to have tourism as one of their income sectors for exports, unfortunately, current account deficits there are likely to grow quite strongly. And then there are particular impacts from the war. If we can go to the next slide. The region is not a very direct, that doesn't have a lot of direct trade with Russia and with the Ukraine. But there are particular countries and particular products where there is some dependence. The total exports of the region to, this is just to Russia, is just 0.3% of GDP. But in some countries, there is some specific dependency, let's say. And a similar thing happens on imports. If we can go to the next slide. There is Russia is a big fertilizer exporter, and the region imports fertilizers. So there is some countries that import fertilizer from Russia, and also there are some countries that import oil and gas from Russia. So there are a few specific cases where the war will have a direct impact, and then there are also commodities, or there are some products which Russia and Ukraine export, which also the region exports, oil and gas and iron and steel being two important cases. And so if there are restrictions in supply from Russia and Ukraine for particular products, then the region does have an opportunity to be able to help in terms of the supply restrictions in the world by providing more exports in these particular areas. And those exports, on the right-hand side, this is an index of the price of those exports. And you can see that the price of these products has increased quite dramatically from the end of last year. And so this is one of the reasons why inflation is high across the world. And so if the region could increase its exports in these products where there are supply constraints, which feed into production processes for many other products, then this would help to contain inflation across the world. I mentioned that capital flows have been quite resilient. And this graph shows what's happened to the sources of financing for the region as a whole. And you can see that, yes, there was a decline in 2020 for what's called here other investments, but actually FDI, so foreign direct investment, was really quite resilient. And now you can see in going forward that actually these flows have come back. And so in a separate analysis, we've looked at capital flows in some detail. Very few countries in the region actually suffered any what we refer to in the literature as a sudden stop or in capital flows. They've managed to find alternative sources of financing. If some sources of financing dried up, then other sources of financing, including from the international financial institutions, increased, and so countries were able to maintain financing during the crisis and in last year and today. If we can go to the next slide now, but at the same time, the cost of financing has increased. So this graph shows the yield on external bonds from the region as a whole, and the price of the yield of those bonds has increased from something, say, around less than 5% at the beginning of last year to over 6%, well over 6% recently.
But you can probably see from this graph that actually that rise is basically all due to the rise in the US interest rate. So this graph divides the total yield into the US interest rate and the spread. And the spread has been roughly constant. So the difference between the US interest rate and the yield of bonds from Latin America and the Caribbean have the spread has remained relatively constant. It's the US interest rate that has accounted for the rise in yields in general. And so there hasn't been a big flight from capital entering the region, and there hasn't been a big change in risk aversion as yet. We'll see, of course, if that continues. We hope that it does. And perhaps one of the reasons why we've seen that stability is that the region has a relatively strong liquidity position. So if you look at international reserves compared to GDP or another denominator, here we compare it to the debt that's coming due. So in other words, what this graph says is that debt coming due is about 20% of international reserves, debt coming due in 1 year. So in other words, international reserves are about 5 times the debt coming due in the next 12 months for the region as a whole. So that's a pretty strong liquidity position. And if we look at, we've done quite a lot of work in the IDB on the determinants of the resilience in capital flows, or in other words, what weaknesses, macroeconomic weaknesses might prompt capital flows to stop suddenly. And among the main indicators, we can see reserves, which are, as I mentioned, are in a strong position. They've actually been rising over time. But other indicators are less strong. We've seen some slight dollarization of liabilities. So liabilities, instead of being in domestic currency, are a little bit more in dollars. We've seen a little bit higher current account deficits, which is this figure here, as I mentioned. But where the weakness is more acute is in the fiscal numbers. And we've seen a widening of fiscal deficits, which is a vulnerability going forward. So just to conclude my first part of this presentation, so if we think about the the external account and the prospects, the economic recovery has boosted imports and current account deficits have returned, but that is to be expected. Commodity prices are high. That's going to be good for exporters, but unfortunately, it's going to be painful for some of the food importers and oil importers. And I'm sure our discussants from Haiti will talk more about this. We've seen capital flows and also remittances being pretty resilient through the crisis and after, and we've seen external financing spreads being relatively stable. But there are lots of risks out there. We've seen new lockdowns in China that I haven't mentioned. Commodity prices will probably fall back at some point, depending on what happens in the war. That's good for some, not good for others. And as I've mentioned, we have this process of monetary normalization going on in the US. And of course, the region is its own domestic challenges, including more vulnerable fiscal numbers, which Victoria will now talk about, as well as monetary policy. So let me hand over to Victoria. Victoria, please. Thank you very much, Andy. So one of the challenges that the region has been facing since the recovery is inflation. So at the beginning of the pandemic, inflation went down and it was low in comparison to the latest year. But in 2021, inflation started to climb up. And this was basically because there was an increase in demand, but also some problems in the supply chain of product that was making the shortage of product even larger. So these real factors led to have high inflation in all the monetary regimes in the region in 2021. We were expecting to see a slowdown in inflation in this year, but the invasion of Russia to Ukraine prompted, as Andy was explaining, higher commodity prices and higher energy prices that has reached annual inflation median for the region at 9.1% in May. One of the possible risks to see under these conditions is the anchoring of inflation expectations,
which might lead actually to a loss in credibility and efficiency of monetary policy. And here we have like the different regimes that we have in the macro report, and just like, to have an idea, we plotted also Haiti here. And sorry, the white X, the X-axis is wrong. So this figure goes from 2005 until May 2022. So it's shifted for 5 years, basically. And so inflation has been extremely high in Haiti, and it has been actually increasing in the last few months, as we have seen on the rest of the region. And one of the main factors that is driving inflation today is food inflation. Looking at the variation of food inflation with respect to before the pandemic started, so taking February 2020 as our benchmark, food prices have increased 19% vis-a-vis a 12% increase in the consumer's pricing. So, and actually the gap between the food price index and the consumer price index has widened in the latest few months. One of the main concerns that here arises is that food inflation have a larger impact on poorer households, and this might worsen actually the already vulnerable circumstances that Andy was telling us at the beginning. And here we also have the breakdown for Haiti, and even though this difference between food and consumer price index is lower than like the median for the region, it has also widened in the latest months. And given this context, it shouldn't surprise us that inflation expectations have been actually increasing in the last few months. And there has been a revision of higher inflation expectations for the end of this year for all the different regimes. The median has increased more than 2 percentage points in less than 4 months, and inflation expectations are above their target bands for all the inflation targets. This again has increased the risk of the anchoring of inflation expectations, which might actually lead to a loss in credibility in the central bank. And for Haiti, also the expectations for the end of this year have increased, and they have increased by more than 5 percentage points. And this increase in end of the year inflation expectations and end of the year of inflation expectations for 2023 is what basically why central banks have been increasing interest rate. At the beginning of the pandemic, the central banks reduced sharply their rates to provide liquidity. By December of last year, they have started to increase rates because they were seeing this increase in inflation, and they were like, having like a certain hunch that it was going to be a little bit more permanent than expected. By June this year, inflation, the interest rates have actually increased by more than 3 percentage points in the inflation targeted pioneers, while in the more recent 1.5 percentage points. This has been like, a huge acceleration in the contractionary monetary policy. And basically, this is hinting us that the central banks are seeing an inflation that is much more permanent than at the beginning it was expected. Now, the monetary policy tightening puts the central banks under a challenge because increasing rates might slow down growth, and so the economic recovery might be postponed. However, if the central banks keep the interest rate low, they might actually de-anchor inflation expectations and push inflation up, which this might create a lot of problems in the medium terms while risking the credibility of the central bank. The other policy tool that central banks have been deploying during the pandemic was the expansion of their balance sheet. Many central banks have already reduced their size of the balance sheet and even have taken them to levels below their 2019 size. Some other central banks are still holding large quantities of different types of assets inside their balance sheet. The size of the balance sheet might put more pressure on inflation in the process of reducing it. And if this is not done smoothly, we have to be very careful, because keeping central bank independence and the credibility will actually
help us to allow the central bank balance sheet to go back to normal levels, while the fiscal side goes through a process of fiscal consolidation. So summing up from the monetary challenge that the region will face in the next few months, we'll see higher inflation rates together with the process of a reduction of the size of the balance sheet. Monetary policy will be more effective, meaning that the cost in terms of output will be lower when the central banks are independent. They have a transparent framework and a communication strategy that is consistent with all the above. Monetary policy must guarantee price stability, while the fiscal policy must find a sustainable path. And the current scenario that the region is facing is telling us a clear need to coordinate fiscal and monetary policy. On the one hand, higher inflation will decrease the debt in real terms. This will put more pressure on the central bank to hike rates and hence increase the domestic cost of borrowing. Additionally, higher interest rates might slow down economic activity, making the debt to GDP ratios go up, which would put more pressure on the fiscal side. On the other hand, fiscal deficits might bring an overheating on the economic activity in the short term, which might bring inflation up. This scenario will bring higher rates and so a slowdown in economic activity in the medium term. Therefore, the benefits of having a fiscal stimulus in the first place might be actually eaten by the monetary policy actions. So it is really important that the central bank keeps inflation expectations anchored while the fiscal policy focus on the consolidation process. And so actually the government has already started their fiscal consolidation in 2021. Before the pandemic, the fiscal balance was -1%. With the pandemic and all the programs deployed to help households and firms, the deficit increased up to 5%. Now, while in 2021, these programs were shrinking, the deficit was reduced to 3%. The region must continue with this consolidation process in 2022. One might think that the commodity prices increases that we are seeing will have positive effects for many countries in the region in fiscal terms. But this is not exactly the case, as Andy was telling, in terms of output growth. And in many cases, it will be negative. On the one hand, commodity exporters will have higher fiscal revenues. But this will also have to come with an increase in subsidies for the more vulnerable population, which are facing the harder times. On the other hand, commodity importers will have a clearly negative impact by this, will clearly impacted by this scenario. So basically, the region will have an increase in the debt to GDP ratios under the worst scenario, which will even worsen with the complicated monetary policy normalization in advanced economies. And not only by lower GDP, but also by an increase in the funding cost, which might lead to higher inflation if central banks do not follow a consistent monetary policy. So the coordination and independence of fiscal and monetary policy will be key in the next few months. And it's extremely important how the process of consolidation is done. It's not only the consolidation itself, but also how is it done, the consolidation. So we have to maintain the investment spending and cutting current expenditure. So GDP will actually grow and help to reduce poverty. The additional resources that commodity exporters are having due to the higher prices, they have to be taken as they are temporary. They should be used to reduce the burdens or to increase savings. And an expansionary fiscal policy with inflation above target might be very inefficient in the medium term. So the consolidation process here is key. And in the report, we also talk about the new fiscal and labor market policy architecture that the region has the opportunity to change, and this will be key to have a recovery that comes with better jobs and formal jobs, and to reduce informality that will allow us to widen the tax base and increase productivity. We need to move away from subsidizing informality to actually reward formality.
And as Andy was telling, we have a chapter on labor markets, and just like, to sum up that very interesting work. So during the COVID crisis, the employment levels rise sharply. So employment had recovery, but the informal one has done it more quickly than the formal one. So we have to move away from subsidizing informality, and this we can do it by stop the fund transfers, and we have to promote a social security system based on universal benefits and independent of the status of the person, that is financed with general taxes and not with labor ones. And here we also have to have an emphasis on capacity training, and automatization and digitalization are here to stay. So the government can channel this effort to build better jobs with the process while this process takes place. Additionally, we need policies to close the gender gap that had increased during the pandemic. So to conclude, here we just have a snap of what is in the report, so I really invite you to read it. The region was in its path to recovery in 2022. At least it was going to reach its long run growth rate, which was low, but still was something. But the war and the advanced economies monetary policy normalizations is limiting this recovery. International markets were already hit before during the pandemic. So the war has put more pressure on the commodities, and the region has the possibility to help mitigate the global effects of the war. With inflation going up, debt reduction is a priority, and the consistent with monetary policy is key. It would be extremely costly in terms of output if central bank loses credibility. So keeping inflation expectations anchored and an independent central bank are very relevant now. And in the next few months, we are facing higher financing costs. We need to reduce the fiscal deficit and keep an eye on the way that the region consolidates. We need to protect investment. And the historical moment that we are gives us the opportunity of using the months ahead to change the fiscal and labor market policy architectures that we have. We need to reduce labor informality, allow good firms to grow, expand the tax base, and increase productivity and growth. We need to promote inclusive growth while improving equity and efficiency in expenditure. Merci à tous pour attendre cette présentation. Je vous invite à lire le rapport macroéconomique de la région. Je ne sais pas si on arrive à m'entendre, j'ai quelques petits problèmes d'Internet là pour bien recevoir. Et si on m'entend bien, donc je vais céder le floor maintenant au directeur général du budget, M. Silin, Jean-Michel Silin, qui va nous parler des perspectives du ministère de l'économie et des finances pour Haïti, le rôle de la politique fiscale et les réformes institutionnelles. M. Silin, si ça va, donc vous pouvez y aller. J'ai un problème d'Internet. Merci beaucoup, M. Farrell. Donc, je salue tout le monde présent sur ce panel, tous les panélistes, et je remercie également la BID pour cette initiative combien importante. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de partager les informations en termes qui concernent la gestion des finances publiques, notamment dans le cadre du rapport macroéconomique 2022 de la Banque interaméricaine de Développement. Donc, je ne sais pas si je suis en train de partager ma présentation. Je ne sais pas si... Pas encore. Pas encore, ok. Attendez un moment. C'est bon maintenant? On voit l'écran, mais pas la présentation.
OK, ça va maintenant. Ça va? OK. Allez-y. OK. Donc, encore une fois, bonsoir à tous. Donc, je vais, et comme l'a annoncé Kessner, je vais présenter le rôle de la politique fiscale et les réformes institutionnelles. Donc, c'est une présentation d'une dizaine de slides. Et dans cette présentation, je ferai d'abord une mise en contexte. Ensuite, je parlerai des résultats partiels et des prévisions, parce que vous savez qu'on est en plein exercice, on est à 4 mois de la fin de l'exercice fiscal. Donc, c'est pour ça que je vais un peu élaborer sur les résultats déjà constatés et les prévisions pour la fin de l'exercice. Et j'entrerai d'emblée dans le rôle de la politique fiscale et les réformes institutionnelles pour finalement aborder les réformes en cours et les perspectives, notamment. Excusez, monsieur Stiller, je ne pas sur l'écran la présentation. La présentation n'est pas sur l'écran. Pas encore. Ça va maintenant, si on peut mettre bien. OK. Ça va. OK. Donc là, je présente le contenu de la présentation. Donc, il y a le contexte en premier lieu. Ensuite, les résultats partiels et les prévisions pour l'exercice 2021-2022. Et le rôle de la politique fiscale et des réformes institutionnelles. Et enfin, on parlera des réformes en cours et les perspectives pour d'ici la fin de l'exercice et pour l'exercice 2022-2023. Alors, en termes de contexte, on peut dire qu'on a une situation un peu particulière. Quand je dis particulière, c'est en rapport à ce qui est prévu dans le cadre de la gestion des finances publiques. C'est qu'on a dû reconduire un budget rectificatif au début de l'exercice fiscal 2021-2022. Donc, on a élaboré en fin d'exercice un budget rectificatif qui prenait en compte les difficultés de l'exercice 2020-2021. Et c'est un budget qui devrait en fait statuer sur une période limitée, c'est-à-dire pour la fin de l'exercice, et moyennant que l'exercice à venir on devrait avoir un budget. Malheureusement, et certaines contraintes indépendantes de la volonté du gouvernement et n'ont pas permis d'avoir ce budget. Parce que le budget rectificatif, c'est un budget, on dirait, circonstanciel qui tient compte de la conjoncture. Mais dès qu'il est toujours préférable, quand on a un budget rectificatif, d'avoir un autre budget pour l'exercice à venir. Parce qu'en fait, pour prévoir, pour mieux asseoir les priorités du gouvernement. Donc, on a eu un budget rectificatif en fin d'exercice qui, malheureusement, a été reconduit. Donc, on sait qu'on a lancé le processus du budget 21-22, mais malheureusement, il y a de fâcheux éléments qui se sont produits, notamment l'assassinat du président de la République et le séisme d'août 2021 et suivi du cyclone qu'on a eu dans le Grand Sud. Donc, tout ça a constitué un frein dans le processus de préparation du budget qui était en cours. Donc, on a reconduit ce budget, donc ce qui fait que c'est comme si on reconduisait les priorités et déjà corrigées à travers le budget rectificatif. Et donc, ce qui est une situation assez délicate pour nous autres qui intervenons dans la gestion des finances publiques. Bon. Malgré tout, on a adopté un budget en 2021-2022 récemment, en mai dernier. Donc, ce qui fait que, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est une situation particulière, parce qu'en principe, on aurait dû avoir le budget au plus tard le 30 septembre 2021, donc c'est-à-dire un jour avant l'exercice fiscal 2021-2022, pour que le budget puisse être mis en exécution. Donc, malheureusement, on a eu un budget qui a été adopté en plein exercice et c'est comme si vous percevez votre salaire, mais vous avez déjà la quasi-totalité du salaire qui est déjà engagé.
Donc, dans ce cas, les provisions que vous allez faire sont très limitées en fonction de ce qui va rester dans ce qui a été déjà engagé. Donc, voilà, ça, c'est cette situation particulière qu'on a observée et au niveau du budget. Maintenant, malgré tout, dans le budget 2021-2022, nous avons quand même prévu des grandes réformes. C'est des réformes qui étaient déjà en cours, mais qu'on a mis comme perspective également à travers le budget. Tout d'abord, c'est le suivi des mesures qui visent le plan de rationalisation des dépenses fiscales. D'ailleurs, si vous avez eu les documents annexes au budget, vous allez voir qu'il y a une page qui présente les dépenses fiscales et faites par l'État. C'est une première dans les présentations du budget. Donc, ça entre également dans cette dynamique de suivre les mesures du plan de rationalisation des dépenses fiscales. Donc, le budget, en termes de réforme, on a continué avec l'initiative prise dès le budget initial 2020-2021 qui consistait à rendre le budget plus exhaustif, c'est-à-dire à faire en sorte que toutes les recettes budgétaires et toutes les dépenses budgétaires soient inscrites dans le budget. Je parle notamment des dépenses ayant rapport avec la subvention des produits pétroliers. Avant, il s'agissait d'un jeu de trésorerie sans que ces dépenses soient inscrites au budget maintenant. Et à partir de 2020-2021, on a renforcé l'exhaustivité et la transparence en insérant dans le budget l'ensemble des ressources et l'ensemble des dépenses, et notamment les dépenses des subventions produites au secteur de l'énergie. D'ailleurs, vous avez une ligne dans le budget qui s'appelle dotation au secteur de l'énergie, qui est une première depuis le budget 2020-2021. Donc, en termes de réforme, nous avons initié depuis le mois de mars des discussions avec le fonds. Vous savez que depuis 3 ans, on n'a pas eu de programme signé avec le fonds. Finalement, le programme a été signé. Donc, ce qui nous met dans une position assez favorable en matière de prévisibilité de l'aide externe, puisque avec ce programme qui a été signé, donc les bailleurs seront plus enclins à nous accompagner, surtout à travers le financement de projets et à travers les appuis budgétaires et que depuis 2 ans qu'on n'a pas pu encaisser. Donc, ça, c'est en termes de réforme. En fait, l'autre réforme, c'est la poursuite de celles qui ont été engagées depuis plusieurs années. Donc, vous savez qu'en 2017 a été publiée la loi sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances qui vise un nouveau système de budgétisation, notamment le budget programme dont l'objectif principal est d'associer les choix budgétaires aux politiques publiques. Actuellement, nous évoluons dans un système budgétaire axé sur les moyens qui se concentre beaucoup plus sur ce que dépensent les administrations pour exister. Mais dans le cadre de ce nouveau système budgétaire, nous prévoyons que les politiques publiques, une fois définies, les choix budgétaires qui en découleront devront être totalement associés à ces politiques publiques qui sont définies. Donc, pour cela, il faudra une nouvelle nomenclature budgétaire de l'État, la NBE, et travailler sur un cadre pluriannuel. Parce que les politiques publiques, et si on prend par exemple une déclaration de politique générale du gouvernement, c'est des politiques qui s'étalent sur plusieurs exercices fiscaux. Donc, il faut pouvoir faire le lien directement avec le budget, mais il faut passer par un cadre budgétaire à moyen terme où l'on va définir les cadres macro-budgétaires, les grands agrégats sur environ 3 ans et des cadres de dépenses à moyen terme également, c'est-à-dire les secteurs vont devoir décliner leurs dépenses sur plusieurs exercices fiscaux. Dans le cas qui nous concerne, c'est sur 3 ans. Actuellement, nous sommes en train de bénéficier d'une mission du Fonds monétaire international, justement, sur le cadre budgétaire à moyen terme. Ça a commencé le lundi 20 de ce mois, cette semaine-là. Et ensuite, le cadre budgétaire à moyen terme et le cadre de dépenses à moyen terme, donc avec le ministère des Finances, le ministère de la Planification et les différents ministères sectoriels. Donc, ensuite, cette mission également, c'est une mission qui a un double volet. La mission travaille également sur
le contenu du Trésor qui entre également dans les réformes que nous avons initiées et qui sont prises en compte à travers le budget 2021-2022. Donc, comme on a eu de plusieurs années cette habitude, donc c'est l'élaboration d'un pacte de gouvernance économique et financière entre le ministère de l'économie et des finances et la Banque de la République d'Haïti, donc, qui nous permet de faire un suivi beaucoup plus régulier des recettes, des dépenses et mieux contrôler le déficit et le financement qui est associé. Donc ça, ce sont en gros les réformes qu'on a eues dans le budget 2021-2022. Maintenant, il faut quand même parler de certaines contraintes au niveau de l'exécution du budget. Donc, on a fait l'effort en dépit de cette reconduction et de l'adoption tardive du budget 2021 d'attaquer quand même les réformes. Mais il faut dire qu'on a des contraintes au cours de l'exercice et depuis même les exercices antérieurs. C'est que, comme je l'ai dit tantôt, à travers les réformes, on a un ralentissement au niveau des décaissements des ressources internes. Et la situation politique est en grande partie la cause de ce ralentissement des décaissements, puisque les bailleurs, en fait, leur décaissement table également sur une amélioration, sur une stabilisation de la situation politique. Et comme ça n'a pas été le cas, donc, ce qui fait qu'on a eu un ralentissement au niveau des décaissements. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas observé depuis 2 ans et de décaissement d'appui budgétaire, même si au moment de l'élaboration, il y a des engagements qui ont été pris, mais dans la réalité, on n'a pas eu de décaissement, mis à part le CICRIF, qui est considéré comme une prime d'assurance pour nous aider à faire face aux désastres naturels que nous avons connus, mais on n'a pas obtenu d'appui budgétaire. Donc, ce qui fait qu'on se trouve face à des contraintes de trésorerie, puisque à côté parce que les appuis budgétaires viennent en addition aux ressources domestiques collectées, mais également on a vraiment eu des problèmes en matière de mobilisation des recettes fiscales et douanières. C'est vrai qu'on a eu une augmentation en glissement annuel de 16% par rapport à la même période de l'année dernière, mais nettement en deçà de ce que nous avons prévu en termes de décaissement sur la période concernée et qui nous laisse même présager que les décaissements que nous aurons sur l'exercice globalement, sur la base des réalisations, seront en deçà de nos prévisions. Donc, on a même anticipé qu'il y aura un manque à gagner de 10 milliards de gouttes si cette tendance persiste en matière de collecte des ressources domestiques et d'ici au 30 septembre 2022. Donc, ce qui fait qu'on a un ralentissement au niveau, on a des contraintes en termes de perception de recettes, de collecte de recettes. En même temps, on a des besoins qui se font de plus en plus grandissants. Donc, et on l'a dit tout à l'heure, les événements, les catastrophes naturelles que nous avons connues. Donc, c'est des événements qui entraînent des dépenses prioritaires auxquelles l'État doit faire face en dépit de cette difficulté de ressources globalement que nous connaissons. Autre difficulté, donc, c'est que l'environnement sécuritaire, on l'a constaté, se détériore de plus en plus. On a une instabilité politique depuis quelques mois, notamment qui s'est accélérée, qui s'est accrue à partir du mois de juillet 2021. Donc, ce qui a entraîné une contraction des activités économiques. Donc, qui dit contraction d'activités économiques dit également faible mobilisation des recettes publiques, puisque les recettes sont collectées par rapport aux activités économiques. Donc, et malgré tout, on a, après le séisme d'août 2021, il y a une nécessité flagrante pour l'État d'intervenir dans le Grand Sud face au séisme. C'est pour ça qu'on a fait l'effort dans le budget de prévoir un montant plus ou moins substantiel pour
travailler dans le cadre du plan de relèvement et dans le Grand Sud, dans le cadre du PRIPS, qui permettra d'aborder certains problèmes. On a même projeté sur 90 milliards de gouttes, à raison de 2,5 milliards de gouttes par année. Donc, rapidement, nous regardons ensemble les résultats partiels et constatés. Alors, il y a les résultats partiels et les perspectives pour l'exercice 2021-2022. Donc, il faut dire que dans le budget 2021-2022, il est prévu un taux de croissance du PIB de l'ordre de 0,3%. C'est un effort considérable, même si le 0,3% paraît faible, mais vu les 3 années consécutives de taux de croissance négatif, donc le gouvernement a voulu faire l'effort, faire plus d'efforts pour que, en fait, pour qu'il y ait une rupture avec ces 3 années de chute du PIB pour enfin relever la tête et avoir un taux de croissance d'environ de 0,3% du PIB d'ici la fin de l'exercice. On a constaté un accroissement de 1,2% de l'indice conjoncturel de l'activité économique, un glissement annuel au premier trimestre et une contraction de l'économie tout suite après. Donc, on constate également une dépréciation accélérée de la goutte, une inflation annuelle autour de 27% et une situation d'insécurité alimentaire aiguë dans le pays. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'on est à une augmentation des recettes courantes de 16%, mais si on tient compte de l'inflation qui est autour de 27%, on comprend que l'effort fiscal n'est pas au rendez-vous et on est autour de 60% de taux d'exécution, alors qu'on est à 2/3 de l'exercice fiscal, c'est-à-dire environ 67%. Donc, on est en deçà si on fait un rapport grosso modo de tendance mensuelle, de moyenne mensuelle, on est en deçà de ce qui devrait être collecté, et d'autant plus que plus on avance vers la fin de l'exercice, plus en termes de saisonnalité, plus les recettes à collecter sur les gestions difficiles, donc ce qui nous laisse présager une atteinte un peu faible, un écart considérable par rapport aux révisions de recettes à collecter par les organismes de perception. Donc, tout cela entraîne, comme je l'ai dit tantôt, des contraintes de trésorerie, donc c'est-à-dire une difficulté accrue pour l'État de faire face à ces multiples obligations qui deviennent de plus en plus croissantes. Donc, on continue avec les résultats partiels. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on a constaté une baisse de l'aide externe, mais en même temps, un effort du gouvernement pour contenir les dépenses courantes, les déficits publics, notamment à travers une compression globale des dépenses, plus particulièrement les dépenses courantes. Et le gouvernement a quand même lancé le budget 2022-2023 pour rompre avec ce qu'on a observé pendant les 2 dernières années où on a eu à reconduire un budget. Donc, ce qui fait qu'on a eu du mal à définir de nouvelles priorités dès qu'on reconduit le budget. Donc, on a lancé le budget 2022-2023. Actuellement, les sous-commissions sont en train de travailler sur les perspectives macroéconomiques qui seront soumises aux autorités pour approbation très prochainement. Donc, quand on parle du rôle de la politique fiscale et des réformes institutionnelles, donc, nous voyons l'effort qui doit être fait pour mobiliser des ressources suffisantes qui nous permettent de financer les besoins de développement du pays. Donc, nous voyons également des corrections des distorsions de l'économie pour stimuler la compétitivité des entreprises, la redynamisation des secteurs de l'économie en vue d'assurer une croissance économique inclusive, la réduction de la pauvreté. Et comme on l'a fait, et comme on l'a dit précédemment, on travaille pour améliorer l'exhaustivité et la transparence dans l'intervention de l'État pour que au moins le public sache
pour que l'État intervient, où il intervient et quels sont les objectifs qui sont poursuivis, pour que, en fait, les autres acteurs puissent s'aligner aux objectifs pour permettre d'avoir les résultats beaucoup plus probants. Donc là, en matière de politique fiscale et réforme institutionnelle, donc nous travaillons également sur à lutter contre les instabilités qu'on observe dans le pays, notamment les instabilités sociales. Et là, on travaille sur le renforcement du cadre de partenariat avec les partenaires techniques et financiers. D'ailleurs, les efforts qu'on a eus pendant ces derniers mois pour aboutir à la conclusion de ce programme avec le Fonds, entre dans le cadre des efforts qu'on est en train de faire pour renforcer le cadre de partenariat avec les partenaires techniques et financiers. Donc, ce renforcement du cadre de partenariat se fait tout d'abord en faisant l'effort pour que les bailleurs puissent avoir beaucoup plus de confiance dans ce que l'État fait et ce qui facilitera leurs interventions, ce qui les incitera à intervenir beaucoup plus aisément dans le financement des programmes et projets qui permettent de promouvoir le développement, la croissance économique et une coordination des actions de l'État. Donc, en matière les réformes en cours, quand on parle de réformes en cours et perspectives, c'est des réformes qui sont en cours, mais puis nous comptons renforcer, non seulement à travers ce budget qui reste, pour lequel il reste 4 mois d'exécution, mais également, ce sont des perspectives qu'on va, ce sont des réformes qu'on va poursuivre à travers le prochain budget 2022-2023. Donc, la pluriannualité du budget sur lequel nous travaillons avec la mission du fonds, maintenant, on va continuer avec, notamment faire en sorte que le budget 2022-2023 soit accompagné d'un cadre budgétaire à moyen terme. C'est un engagement qu'on a pris et c'est ce sur quoi nous travaillons présentement. Nous travaillons également sur la révision de la nomenclature budgétaire de l'État pour avoir un budget beaucoup plus lisible, beaucoup plus transparent. Actuellement, tel que le budget est présenté, c'est des spécialistes qui sont à même d'interpréter les contours du budget. Maintenant, avec une nouvelle nomenclature, on rendra le budget plus lisible et plus transparent. On va continuer avec le contenu du Trésor, avec l'exhaustivité du contenu qui permet que ça couvre l'ensemble des transactions qui se font au niveau de l'administration d'État. Et nous travaillons également en matière de réforme pour rendre efficiente l'allocation des enveloppes budgétaires aux différents secteurs. Et ça, c'est plus précisément à travers la mise en œuvre du budget programme que nous sommes en train de mettre sur pied et avec le SIGFIP également, le système intégré de gestion des finances publiques, qui nous permettra d'avoir vraiment une lecture beaucoup plus claire, plus précise et rendre les allocations budgétaires plus efficientes et lors de la préparation du budget de l'État. Nous avons travaillé également sur les rapports statistiques. Déjà, nous avons une mission, avant la mission qu'on est en train d'avoir là, et on avait une mission sur le tableau des opérations financières de l'État et voir dans quelle mesure nous pouvons faire en sorte que le TOF reflète les dispositions contenues dans le manuel de statistique des finances publiques du Fonds monétaire international, le manuel de 2014. Donc, comme je l'ai dit tantôt, dans le cadre du budget programme, nous avons également un système de gestion intégrée des finances publiques. On va combattre l'inefficience liée à l'existence de plusieurs sous-systèmes, des fois dont le suivi était quelquefois compliqué, avec un système intégré de gestion des finances publiques qui permettra non seulement de basculer et d'avoir plus de cohérence sur le système actuel sur lequel que l'on veut modifier, et ensuite de basculer vers le nouveau système budgétaire. Il faut un outil informatique, ou des outils informatiques adaptés, et d'autres outils
en matière de comptabilisation des dépenses. Par exemple, le système devra nous permettre de passer du système de comptabilisation dont nous disposons maintenant, qui est sur une base d'engagement et base caisse, vers un système de comptabilisation en base de droits constatés. Un droit constaté, ça veut dire qui permettra de saisir l'activité et l'action économique au moment où elle est créée, ou elle est transférée, ou au moment où elle est éteinte. Donc, ce qui fera d'avoir un meilleur contrôle sur le niveau des arriérés, un meilleur contrôle sur le niveau des recettes à collecter. Certaines fois, les montants qui sont présentés dans les rapports contiennent un nombre d'arriérés qui, certaines fois, empêchent une prévision beaucoup plus fine et des recettes. Maintenant, avec une comptabilisation en base de droits constatés, on aura vraiment, et on saura, par exemple, quand une recette est perçue, elle est perçue pour quelle période, même si au moment de l'encaissement diffère du moment auquel se rapporte vraiment la perception de la recette. Et là, comme on l'a dit tantôt en termes de perspective, donc nous sommes en train de travailler sur l'impact de gouvernance économique et financière avec la DRH sur le budget actuel. Une fois le budget 22-23 aura été adopté, eh bien, on devra travailler sur un nouveau pacte qui tient compte des nouvelles projections de recettes et de dépenses et de financement et du nouveau budget. Et également, en termes de perspective, on continue à travailler sur les réformes énergétiques et pétrolières. Donc, pour les réformes qui concernent les grands chantiers de la croissance économique, on a parlé du prix tout à l'heure, c'est le plan de relèvement intégré du Grand Sud. Donc, c'est dans le cadre du suivi du Post-Disaster Need Assessment. Donc, on va continuer à faire le suivi, comme je vous dis, avec l'insertion dans le budget des programmes et projets qui sont tournés vers le relèvement du Grand Sud. On vise également, et en termes de perspective, les grands projets d'infrastructure, notamment les BTP, les infrastructures sanitaires, les logements sociaux, les infrastructures scolaires, et justement dans le but de renforcer la résilience du pays et face aux catastrophes, notamment à travers, on l'a présenté il y a quelques mois de ça, on a présenté le programme de gestion des risques et des désastres. Donc, c'est dans ce cadre que nous sommes en train de voir les grands projets d'infrastructure qui vont soutenir en quelque sorte la croissance économique. Donc, il y a également les projets de filet de protection sociale. Donc, dans le budget 2021-2022, est inscrit une enveloppe de 3 milliards d'euros pour accompagner les secteurs les plus vulnérables de la société, et dans un souci également de réduire la pauvreté et puis de mitiger également les effets pervers de l'augmentation des prix des produits pétroliers qu'on a constaté qui a été fait au cours du mois de décembre dernier. Donc, nous savons que la situation sécuritaire est très préoccupante pour la population et pour les autorités. Donc, c'est pour ça qu'il est mis sur pied un ensemble de réformes au niveau de la police en vue d'assurer un regain de confiance de la population et stabiliser le pays, qui aura également un effet sur la croissance économique et la stabilité macroéconomique. Toujours en termes de perspective, on devra poursuivre avec le plan de rationalisation des dépenses fiscales. Tout d'abord, les mesures on est en train de travailler sur 2021-2022, mais les mesures qui n'ont pas été réalisées sur l'exercice en cours devront être poursuivies et renforcées, ajouter de nouvelles mesures pour l'exercice 2022-2023. Là, des réformes également sont envisagées au niveau de la Direction générale des impôts et de l'Administration générale des douanes en vue d'améliorer leur performance pour diminuer au fur et à mesure cette dépendance, ou bien par rapport au sous-secteur, pour rendre le pays maître de son destin en matière de collecte des ressources. Et c'est ce qui va en fait renforcer notre capacité
d'avoir des programmes, d'associer les choix budgétaires aux politiques publiques. Nous sommes en train également de réviser le texte de loi sur les zones franches et le code des investissements, et également le code général des impôts. Et nous sommes en train également de finaliser, nous prévoyons de finaliser les travaux qui concernent les procédures fiscales. Mais comme on l'a dit, ce qui avait été prévu dans le cadre du PRIPS, du relèvement du Grand Sud, eh bien, et comme c'est un programme c'est une prévision qu'on a faite sur les quatre années, alors les 3 années à venir et l'exercice en cours. Donc, on va poursuivre avec le financement du plan de relèvement et intégrer pour que nous puissions apporter des réponses appropriées aux catastrophes que le Grand Sud a subies au cours du mois d'août dernier. Voilà en gros ce que j'avais à vous présenter dans le cadre de ce mercredi de réflexion. Encore une fois, je vous remercie d'avoir invité le ministère à participer et surtout à présenter le rôle de la politique fiscale et les réformes institutionnelles en cours. Je remercie tout le monde de son attention. Merci beaucoup. Merci bien, M. Célin, directeur général du budget et au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Nous allons avoir maintenant la dernière présentation, certainement pas la moindre. C'est perspective de la Banque centrale pour Haïti, le rôle de la politique monétaire. Pour le faire, nous avons Jean-Marie Kayemit, économiste de la Banque centrale. Monsieur Kayemit, vous avez le floor. Merci, Isner. J'espère que vous m'entendez très bien. Ça va très bien. Ok, super. Tout d'abord, je tiens à saluer le représentant du ministère de l'Économie et des Finances, monsieur le représentant résident de la Banque interaméricaine de Développement, mesdames, messieurs les représentants de la Banque interaméricaine de Développement, monsieur le directeur général du groupe Croissance, mesdames, messieurs les invités, mesdames, messieurs. Permettez-moi de présenter les excuses du directeur général de la BRH, M. Ronald Gabriel, qui, à cause de ses multiples engagements, n'est pas avec vous cet après-midi. Mais il m'a confié la noble tâche d'assurer l'intervention dans le cadre du mercredi de réflexion de la BID et sur le lancement du rapport macroéconomique 2022 de la BID et sur et de la reprise à la renaissance, transformer la crise en opportunité. Mon intervention cet après-midi tourne autour des perspectives de la BRH à travers le rôle de la politique monétaire. Encore une fois, donc c'est un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi, encore une fois dans le cadre effectivement de cette réflexion. Il faut dire que depuis plusieurs années, la politique monétaire est conduite dans un contexte caractérisé par une série de chocs de différentes natures qui mettent le système économique presque à l'arrêt. En effet, vu sa situation géographique, le pays fait face constamment à des cataclysmes naturels allant de tremblements de terre au passage régulier des ouragans et d'autres intempéries. Parallèlement, des chocs liés à la conjoncture socio-politique et à la pandémie ont négativement impacté la performance de l'économie haïtienne et qui a connu une contraction de sa production nationale pendant 3 années consécutives, avec un nombre de conséquences néfastes sur la stabilité macroéconomique. Il faut dire que la reprise qu'a connue l'économie mondiale en 2021, à la suite de la crise sanitaire en 2020, notamment chez nos principaux partenaires commerciaux, aurait été une occasion pour le pays de profiter d'une relance réelle de l'économie. Et comme c'était le cas pour la plupart des pays, selon les statistiques publiées par les organisations internationales. Mais elle s'était plutôt enfoncée dans une récession profonde et qui est exacerbée par les multiples chocs que nous avons déjà mentionnés. Malheureusement, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses multiples impacts
avec les sanctions économiques et financières et que nous venons de voir avec l'équipe de la Banque interaméricaine de Développement. Les conséquences, ces impacts de la guerre et sont sur le point d'effacer la reprise post-Covid attendue au niveau de l'économie mondiale. Les conséquences sur les chaînes d'approvisionnement des matières premières et les produits pétroliers constituent des menaces réelles pour les petites économies importatrices nettes et comme Haïti et qui est déjà en proie aux différentes contraintes socio-politiques. Le renchérissement des produits de base sur le marché international s'est traduit par une augmentation de la facture d'importation en compte tenu de l'importance de la consommation locale. Il faut dire que dans le panier de la ménagère, donc les produits alimentaires représentent plus de 50%. Ce qui a contribué au renforcement des tensions sur le marché d'échange, affectant ainsi la valeur interne et externe de la monnaie nationale. En avril 2022, l'inflation en glissement annuel a atteint 26,7% contre 19,7% au début de l'exercice 2021-2022, ce qui reflète en grande partie le contexte inflationniste sur le marché international. Ainsi, la progression de l'indice des prix à la consommation des produits importés s'est établie à 38% en avril, alors que celle des produits locaux à 20,5% sur la même période, et soit un écart de près de 18% et 18 points de pourcentage. Et ce qui montre vraiment donc l'impact est énorme sur effectivement l'économie haïtienne. Si l'on compare ce chiffre au mois de mars, il faut dire que la variation de l'indice des prix des produits importés en avril a enregistré une forte accélération de 180 points de base, alors que celle des produits locaux n'a cru que de 30 points de base. Une situation qui montre comment donc, la hausse des prix sur le marché mondial a une forte répercussion sur l'inflation globale en Haïti. Et lorsqu'on fait référence donc, à l'analyse des simulations réalisée par l'équipe de la BID, eh bien, donc, ça a montré effectivement que l'impact a été vraiment direct et, donc, ça se fait sentir dès effectivement, donc, le début de l'année 2022. Le resserrement des conditions monétaires dans les principales économies par rapport à la lutte contre donc, la montée inflationniste et le ralentissement économique expose l'économie haïtienne à des risques les plus importants liés à la fuite des capitaux, la baisse des transferts sans contrepartie, avec des conséquences sur l'équilibre entre l'offre et la demande de devises. Ces problèmes associés à la faible croissance du PIB réel, comme prévu dans le budget, autour des 0,3% mentionné par le directeur général, et pèseront lourdement sur les conditions socio-économiques du pays. Donc, ça montre que les défis à relever dans la conduite de la politique monétaire, de la politique publique en général et la politique monétaire en particulier, donc, sont nombreux. Du côté des finances publiques, la situation reste incertaine par rapport à la possibilité de l'État à collecter des taxes, une possibilité qui est tributaire des conditions sécuritaires et sociopolitiques du pays. Face à la quasi-inexistence des appuis budgétaires, comme l'a mentionné le directeur Silin, et au manque de l'acquisition des titres publics par le secteur privé, la Banque centrale demeure la principale source de financement interne qui représente en moyenne 71,8% des sources internes du financement du déficit public. Ce cumul du financement monétaire élevé constitue une préoccupation et représente une contrainte importante pour la garantie de la stabilité monétaire, en ajoutant à beaucoup plus de pression sur la demande de devises par rapport à la faiblesse de l'offre et qui est liée au manque de dynamisme de l'économie, l'arrêt du fonctionnement du secteur touristique et la faiblesse des exportations. Sur l'exercice 2020-2021, les importations ont cru de 22%, même si les exportations ont connu une croissance de 28% sur la même période, due à la reprise des activités du secteur de la sous-traitance, qui représente plus de 70% de nos exportations nettes. Cela est loin d'être suffisant pour compenser la progression de la facture d'importation.
En effet, un creusement du déficit près de 21% par rapport à 2020 a été constaté. Il faut mentionner que d'octobre 2021 à avril 2022, les transferts sans contrepartie ont totalisé près de 2 milliards de dollars, et soit une baisse de 0,8% par rapport à la même période de l'année précédente. C'est un signe qui montre que la situation elle paraît vraiment compliquée, puisque le comportement des transferts peut être attribuable par rapport au recul du pouvoir d'achat des ménages de la diaspora et face à la situation liée à la poussée inflationniste aux États-Unis notamment et au ralentissement économique. Cela augmente les risques pour la situation de la balance des paiements et les pressions sur le marché d'échange avec des conséquences sur les prix des biens et services. Il faut dire que de septembre 2021 au 17 juin 2022, les dernières statistiques montrent que le taux d'échange a connu une accélération de 19,7% contre 35,2% sur la même période de l'exercice 2020-2021. Les principales causes de cet accroissement sont, sur le plan interne, liées à la dégradation du cadre macroéconomique global, la détérioration du climat des affaires, les déficits jumeaux, c'est-à-dire le déficit budgétaire et déficit du compte courant, et les troubles sociopolitiques. Le rôle de la politique monétaire dans la perspective d'aider le pays à faire face à ces séries de crises multiformes se situe dans le prolongement de l'ensemble des mesures que la Banque centrale a déjà prises pour mitiger les impacts de la crise sanitaire et d'autres types de chocs qui ont frappé l'économie haïtienne pendant ces 3 dernières années. C'est dans ce contexte que, suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire en 2020, à l'instar des autres banques centrales, la BRH a vite réagi afin d'atténuer les conséquences néfastes de la crise sanitaire en prenant une batterie de mesures de soutien à l'économie, aux entreprises et aux particuliers. Et dans ce cas, elle a dû baisser à 2 reprises ses taux directeurs à 4%, 6% et 10% respectivement sous les bons à maturité de 7, 28 et 81 jours en guise de réponse aux différents chocs. Et a diminué dans le même temps la mise en pension de 5 points de pourcentage à 17%. Et parallèlement, elle a baissé les coefficients de réserve obligatoire à 40% sur les passifs en gouttes en vue de favoriser les crédits tout en rendant moins coûteuse la captation des dépôts par les banques centrales, par les banques commerciales. Au-delà de ces mesures de politique monétaire, un ensemble de dispositions ont été prises afin d'accorder un moratoire à tout débiteur du système qui souhaite en bénéficier. Et toutes ces mesures ont été prises dans le but de mitiger les conséquences néfastes de la crise et des chocs sociopolitiques sur la stabilité du système financier. Cependant, les perspectives macroéconomiques qui se dessinent sur le plan international, et comme l'a mentionné tout à l'heure lors de la présentation du rapport, lesquelles incluent des possibilités persistantes de l'inflation et de récession. Donc, on parle même de stagflation, selon certains spécialistes. Et face à cette situation, le pari devient plus compliqué pour notre économie qui évolue déjà sous la menace de l'ensemble des chocs internes et dont les effets sont loin d'être estompés, d'être annulés. Il faut dire que ces mutations alarmantes ne devraient pas laisser indifférents les acteurs, vu les conséquences négatives sur l'économie haïtienne. En matière de politique économique, les autorités ont un rôle clé à jouer pour une harmonisation des politiques, notamment de la politique monétaire et de la politique budgétaire, de la poursuite des engagements en faveur de la stabilité du système économique. Et c'est pour cette raison, le maintien du contrôle du financement monétaire constitue un préalable important et conformément à effectivement la présentation de notre confrère du ministère de l'économie et des finances. La BRH reste proactive par rapport à l'évolution de la crise actuelle pour voir comment réajuster sa politique et conduisant à des meilleures réponses possibles. Il est vrai que les perspectives restent
encore incertaine par rapport au contexte sociopolitique national et international. Mais face à ce constat, donc la BRH gardera une posture monétaire prudente guidée par le souci d'atténuer leurs conséquences sur le fonctionnement et la stabilité du système financier. Donc, ceci est dû au fait que l'économie haïtienne, contrairement aux autres économies qui ont pu bénéficier d'une relance économique à la suite de la crise Covid, donc n'est pas effectivement donc la même. Donc la situation donc, est vraiment compliquée pour l'économie. Donc lorsque les autres pays à un certain moment donc connaissent une relance économique. Par ailleurs, donc la Banque centrale poursuivra les différentes stratégies mises en place pour aider à renouer avec la croissance à travers les programmes incitatifs en faveur des secteurs porteurs et créateurs d'emplois. Les décisions prises par les autorités monétaires d'étendre ces programmes aux institutions de microfinance et divers mécanismes de financement ont été mis en place pour accompagner les entrepreneurs des petites et moyennes entreprises, notamment dans le Grand Sud, afin de relancer les activités économiques à la suite du tremblement de terre du 14 août 2021. Dans ce même élan, la BRH vient de lancer le programme 10-10-20 qui vise à promouvoir la qualité des logements et le développement immobilier en Haïti. Il s'agit d'une stratégie d'adaptation des programmes existants pour mieux booster la croissance à travers des investissements dans la construction de logements, laquelle constitue un secteur porteur répondant à un besoin criant. Et conscient de la situation difficile en matière de politique monétaire, en matière de stabilité des prix, donc la Banque centrale reste attachée à ses prérogatives conformément donc, à la loi de 1979 en accompagnant le système afin de promouvoir la croissance. C'est pour cette raison donc, elle poursuit avec un ensemble de programmes qu'elle a déjà mis en place, à savoir donc, les fonds de garantie pour les femmes entrepreneurs, le concours de conception d'affaires organisé par la BRH et l'ambassade de Suisse, le cadre national pour le renforcement du programme du financement agricole, donc la modernisation du système de paiement à travers donc, le PONAP et donc le lancement de FinScope qui permet d'identifier les besoins des MPME et dans le secteur formel et informel sur l'ensemble du territoire et donc une stratégie permettant aux décideurs, à la Banque centrale et aux autorités et budgétaires aussi, effectivement, d'avoir des meilleurs outils en termes d'identification et des besoins des PME donc, en vue des réponses en termes de croissance économique et de support à l'économie. Et il faut dire que la Banque centrale, conformément aux recommandations faites par donc, la BID dans le rapport effectivement, qui vient d'être présenté, donc renforce et donc le capital humain à travers un ensemble de programmes avec donc la UIF, donc la banque avec la UIF, donc l'ambassade de France et d'autres institutions, à savoir donc les programmes de bourse pour pouvoir effectivement donc aider à faire avancer donc le système productif et le développement économique à travers le capital humain qui est considéré comme un facteur important de développement économique et de croissance de long terme. La Banque centrale est consciente que les perspectives macroéconomiques restent très mitigées face aux multitudes de risques. En tant que garante de la stabilité du système financier et des paiements, elle envisage de moduler sa posture monétaire et pour contrer non seulement les effets résiduels des épisodes des précédents chocs sociopolitiques, mais aussi les impacts des chocs actuels. Donc, elle continue à jouer son rôle de régulateur à travers donc, la poursuite de la mise en œuvre des mesures réglementaires et administratives donc, lesquelles visent à contrer donc, et l'accentuation des imperfections du marché et aux différentes difficultés. Face à cette situation difficile, une reprise économique pour la Banque centrale est définitivement incontournable pour amener le système sur un sentier de croissance positive et soutenue pour ainsi éviter que les situations sociopolitiques et économiques ne deviennent plus compliquées. Mais tout ceci repose sur une meilleure harmonisation des politiques monétaires et budgétaires et conformément donc, à ce qu'a dit aussi donc, le DG du ministère, qui est une condition nécessaire pour garantir
une stabilité macroéconomique propice à la croissance, laquelle est conditionnée par une meilleure performance des finances publiques. Pour un bon approfondissement du marché des titres publics et une meilleure transmission de la politique monétaire, les autorités monétaires ont projeté de revoir le mode de gestion en termes de maturité et de public cible pour un élargissement de ces titres et également dans le cadre d'un développement graduel du marché financier haïtien. Ce qui permet à l'État de financer ces grands projets d'investissement et des grands chantiers de croissance suivant le principe du budget pluriannuel qui compte mis en place donc, par le ministère de l'économie et des finances et qui vient d'être présenté. La Banque centrale donc, cherche la synergie avec les autres institutions publiques conformément à la vision exprimée dans le plan stratégique global 2020-2022 afin d'établir et de renforcer un environnement macroéconomique propice à la stabilité des prix et à la croissance économique. Et comme l'a mentionné dans le rapport, donc, la plupart des rapports publiés donc, sur le plan international en ce qui concerne la situation actuelle, donc, et la situation demande vraiment un ajustement au niveau des politiques, notamment la politique monétaire, non seulement pour pouvoir contrer l'inflation, mais aussi donc, pour ne pas arrêter donc, ou bien donc, contrer donc, la relance économique, et notamment pour l'économie haïtienne, et comme on l'a dit tout à l'heure, qui venait de vraiment connaître 3 années consécutives de croissance négative, et avec une croissance de 0,3 est prévue dans le cadre du budget 2021-2022, et ce qui montre que cette augmentation de production n'arrivera pas, effectivement, ne permettra pas de compenser donc, cette perte de croissance que nous avons connue. Donc, face à cette situation, comme on l'a dit, donc, la Banque centrale reste très ouverte par rapport aux mesures à prendre par rapport effectivement donc, à la coordination qu'il faut mettre en place avec la politique budgétaire pour pouvoir donc, aboutir, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, à une stabilité des prix et à la croissance économique. Merci pour votre attention. Merci bien, Dr. Kalimit. Et vous étiez le dernier intervenant, donc on aura quand même une bonne vingtaine de minutes pour les questions et réponses. Et on a déjà quelques questions, mais j'aimerais d'abord lancer une question à Andrew Powell ou encore à Victoria Nuguer, et qui ont parlé d'une politique monétaire restrictive et au niveau mondial. Ce matin encore, l'homonyme de Andrew, Jérôme, était au Congrès américain et sous forte pression, il a annoncé qu'il va y avoir une augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis pour stopper, je pourrais dire, cette forte pression inflationniste du côté des États-Unis. Donc, et comme on sait très bien que les économies caribéennes en général sont très endettées, particulièrement Haïti, quel impact pensez-vous que l'augmentation continue des taux d'intérêt, que ce soit aux États-Unis ou encore en Europe, ça pourrait avoir sur les petites économies de la Caraïbe? Hello, can you hear me? Yeah, very well. Okay, thank you. Yeah, well, let me start, and maybe Victoria would like to add something. But yes, no, as we mentioned in the presentation, the US is in a period, clearly in a period of tightening monetary policy, and we expect interest rates, the policy interest rate to rise further, and also the Fed to start to shed assets from its balance sheet as well. So there will be a tightening of monetary policy, both from the interest rate side and also from what's been referred to as quantitative tightening. So this will have impacts. It already has had impacts because, of course, the market anticipates what the Fed is going to do. So actually, the market is already anticipating a pretty strong hike in the policy interest rate all through this year and into next year.
and that is also already reflected to a large degree in the longer term interest rates, which of course we've seen move up very strongly from, you know, the 10-year interest rate from under 2% to well over 3%. So, and we've seen the flattening of the yield curve of the US yield curve. So we've already seen much of this already anticipated. But of course, there is a difference from the fact that this is somehow anticipated in the market to it actually happening. So I do think there'll be further effects of this as this policy proceeds. But hopefully, if things go smoothly and the US does not enter into a recession, then it will not cause any undue economic harm. In a way, you know, we should hope that the Fed does this in a smooth way so that inflation gets under control and the US can then regain the character, you know, the situation where it can grow sustainably again with a low inflation rate, because that will then be the key, I think, for recovery, not just in the Caribbean, but also in other economies in the region. That is what we want the world to achieve, right? We need the world to achieve sustainable growth with low inflation. So we want the Fed basically to do what it has to do and for this to be smooth, so then the world can recover in a